L'RDC va vendre le mieux possible son image ce mardi durant l'Expo Dubaï. La journée lui a été consacrée entièrement. Elle connaîtra la participation de beaucoup d'entrepreneurs, des artistes, mais aussi du chef de l'État en personne. Le procès des victimes de la pollution des rivières Chikapa et Kasai contre la société angolaise de traitement de diamants Katoka Mining s'ouvre ce lundi 21 mars 2022. Les audiences auront lieu devant le tribunal de grande instance TGI de Chikapa. 132 personnes ont perdu la vie dans un vol d'Eastern China ce dimanche. Le chef de l'État chinois Xi Jinping a appelé à des enquêtes rapides pour élucider clairement les raisons de ce drame. C'est la semaine tant attendue pour les sportifs congolais, mais aussi pour tout un peuple. Après des dizaines d'années, la RDC a eu une chance de se qualifier pour la Coupe du Monde. La mobilisation est intense dans tout le pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu à Dubaï, où la journée de mardi est consacrée à l'exposition des produits de la culture congolaise, avec comme objectif exposer les différentes opportunités d'investissement de la RDC, mais aussi attirer des investisseurs vers le pays. Cet événement constitue une véritable vitrine mondiale permettant à la RDC de vendre son image au monde. Plusieurs artistes, notamment de la rumba congolaise, sont également prévu pour des prestations de grande envergure. Dossier Matata Ponyo. Une forte pression serait exercée en ce moment sur le président de la Cour de cassation au sujet de cette affaire judiciaire qui dure depuis des mois. Malgré la position claire de la Cour constitutionnelle sur le dossier, nos confrères de CONews révèlent que la ministre de la Justice, garde des Sceaux, voudrait coûte que coûte revoir l'ancien Premier ministre à la barre. Les ennemis d'Augustin Matata Ponyo ne désarment pas. Ils lancent les missiles, y compris Satan 2, pour anéantir celui qui fut jusqu'à preuve du contraire un excellentissime Premier ministre avec des réalisations qui parlent à sa place. Après les scénarios ratés de la Cour constitutionnelle, les détracteurs d'Augustin Matata Ponyo se rabattent maintenant sur la Cour de cassation, qui sont en train de pousser par tous les moyens, même en violation de la Constitution, afin de fixer le dossier Matata Ponyo. Selon des témoignages recueillis par nos confrères d'EcoNews, une forte pression est exercée sur le procureur général près la Cour de cassation pour fixer le procès Matata. À la manœuvre, il y aurait, selon nos confrères, la ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, qui use de tout son pouvoir pour contraindre le procureur général près la Cour de cassation à obéir à ses injonctions. Déjà pour certains, ce dossier a pris une dimension politique inédite, où dans certains milieux, l'on ne cache plus la haine vis-à-vis du sénateur Augustin Matata Ponyo qui veut le voir, on ne sait pour quelle raison, en prison. Et l'on apprendrait qu'à la Cour de cassation, l'intrusion de la garde de Sceaux passe pour une pilule amère. Et la Cour de cassation, qui se réfugie derrière le droit, estime que le dossier Matata est vide. Par conséquent, il devait être classé. Ce qui n'est pas de l'avis de certains ministres qui apparemment voudraient dire le droit à sa manière. L'intrusion de l'exécutif dans les affaires judiciaires contredit les 37 ans de combat de l'UDPS pour l'émergence d'un véritable état de droit. Et il n'est pas trop tard pour que l'UDPS revienne à sa raison et honore le combat de ses pères fondateurs d'une justice véritablement indépendante, fondement de la démocratie. Le procès des victimes de la pollution des rivières Chikapa et Kasai contre la société angolaise de traitement de diamants Katoka Mining s'ouvre ce lundi 21 mars 2022. Les audiences auront lieu devant le tribunal des grandes instances de Chikapa. Ceci est constaté dans l'extrait de rôle du TGI Chikapa du 18 mars 2022. Guy Mafuta, avocat au barreau de Kinshasa Matete, qui conduit le collectif d'avocats des victimes, séjourne à Chikapa depuis ce dimanche. Pour cette fin, tout en invitant la population du Kasai à participer à cette audience, Guy Mafuta a fait savoir que la plainte a été déposée par plus de 7000 victimes de cette catastrophe environnementale au Kasai.
Traitement contre le cancer à Kinshasa. Un partenariat est en vue entre le centre hospitalier Initiative Plus de Bibois et les responsables de la société médicale compagnie. À cet effet, l'ancienne première dame, initiatrice d'Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, a échangé avec les membres de cette société. Toujours en quête des solutions aux problèmes de santé des plus démunis, Marie-Olive Lembe Kabila a écouté attentivement les propositions de la délégation de la Société Médicale Concept Compagnie, désireuse de sceller un partenariat avec le centre hospitalier Initiative Plus Olive Lembe Kabila de Bibois pour implanter à Kinshasa un grand centre de traitement du cancer. Des échanges fructueux, selon Loïc Archivolti, l'un des managers de la société Médicale Concept, qui insiste sur le fait que les Congolais bénéficieront des soins de qualité. De très bons échanges où on a pu vraiment sentir une grande volonté de partenariat pour créer le centre de traitement du cancer à Kinshasa. Nous, notre expérience, c'est pouvoir vraiment mettre en place des centres qui fonctionnent, ce qu'on a déjà fait à Dakar et également à Lomé. Donc on veut mettre en place un centre qui permet de traiter les patients avec très peu d'effets secondaires et la meilleure qualité possible des traitements. Que c'était tout à fait possible de pouvoir avoir ce partenariat et qu'on attend très rapidement que ce projet se mette en place pour que les Congolais puissent avoir ce centre au plus tôt. Marie-Olive Lembe Kabila ne lésinera pas sur les moyens pour offrir aux Congolais ce centre de traitement du cancer, car cette maladie est l'une des principales causes de mortalité en Afrique. En séjour à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le ministre de l'EPSC, Tony Mwaba, a lancé solennellement les épreuves préliminaires de l'examen d'État 2021-2022 pour toute l'étendue du territoire national. Ces épreuves concernent spécialement les autodidactes. C'est en présence de plusieurs autorités provinciales de l'EPST que s'est déroulée cette cérémonie. Premier à prendre la parole, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, a présenté la gratitude de la population au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour le choix de la ville de Mbandaka comme lieu du lancement officiel des épreuves préliminaires de l'examen d'État 2021-2022. Je tiens à témoigner toute ma gratitude et reconnaissance au nom des filles et fils de la province de l'Équateur, à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, pour les choix portés à la province de l'Équateur, afin de procéder au lancement officiel aux épreuves préliminaires de l'État pour cette année scolaire 2021-2022 sur toute l'étendue de la République. Pour sa part, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a exhorté les directeurs et inspecteurs provinciaux à sensibiliser davantage la population du Grand Équateur à suivre ce cursus pour l'obtention d'un diplôme avant d'envisager les études universitaires. Ce dimanche 20 mars 2022, environ 10 463 candidats autodidactes du cycle long, disséminés dans environ 262 centres et 89 candidats du cycle court, réunis dans 16 centres de passation, vont conformément au calendrier scolaire 2021-2022 affronter l'épreuve préliminaire de l'examen d'État ou du jury national du cycle court, édition 2022. Il s'y est de signaler que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est en tournée d'itinérance et d'orientation des responsables de son secteur. Dans la province du Haut-Katanga, la route qui porte le nom de la province partant du village Bungu jusqu'au village Katanga sera bientôt réhabilitée par l'entreprise CCECC. Les travaux seront supervisés par l'office de route et le gouverneur de la province, Jacques Kabula Katwe, entouré des députés et ministres provinciaux, a donné le go des travaux. Cette nouvelle a été reçue avec joie par la population du village Katanga et celle de l'intérieur de cette chefferie du secteur de la Loufira, venues nombreuses manifester leur reconnaissance au numéro 1 du Haut-Katanga, qui met ici en action la politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut voir le développement du pays commencer à la base.
En premier lieu, les travaux lancés ce jour par Jacques Aboula Katoué vont consister à stabiliser la chaussée sur plus de 10 km en terre battue à partir du village Bungu Bungu jusqu'au village Katanga avant son asphaltage total. Il faut dire que c'est une première dans le secteur de la Loufira et cela grâce à l'initiative du gouverneur Jacques Aboula Katoué. L'autorité provinciale a aussi pris la résolution d'électrifier le secteur de la Loufira. D'ores et déjà, les poteaux sont en train d'être placés pour transporter les câbles électriques. On avait arrangé cette route en terre battue, nous serions obligés de commencer à les faire chaque année. Comme solution durable, nous allons y poser les goudrons. Et puis avec ces poteaux de conduction du courant électrique, nous allons connecter les villages Katanga à partir de Luisha. À part les 10 km, 3 autres kilomètres de route seront réfectionnés pour relier les villages du secteur de la Loufira, qui était un véritable grenier. Un ouf de soulagement pour les chefs du secteur. Cet acte que vient déposer le gouverneur, c'est ça même la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dit que tout développement doit commencer par la base. Et le gouverneur prêche d'exemple. Décidément, le gouvernement provincial est déterminé à s'investir dans la réhabilitation des routes de dessert agricole. Les travaux de la première conférence internationale sur le volcan de Virunga se sont poursuivis ce dimanche à Goma. Pour le deuxième jour, c'était des travaux en carrefour après les exposés des différents experts en volcanologie. Les participants à cette activité qui viennent de partout dans le monde disent attendre beaucoup de retombées de cette conférence. Ceux de la RDC, par exemple, demandent au gouvernement congolais de prendre la question du volcan de Virunga au même pied d'égalité que la situation de l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. Je pense que ce sont les mêmes que toutes les populations riveraines des volcans de Virunga. C'est que la gestion de ces volcans figure toujours parmi les priorités du gouvernement congolais, au même titre que la gestion de la question sécuritaire qui nous préoccupe aujourd'hui, parce que ces volcans, l'éruption de ces volcans impacte la vie des populations ici à Goma. Comme vous le savez, nous avons connu l'éruption en mai 2021 et cette éruption s'est produite malheureusement pendant que la population n'était pas suffisamment préparée, ce qui a entraîné plusieurs dégâts sur le plan économique et sur le plan même social. Et donc, ma participation à cette première conférence, j'attends, n'est-ce pas, à ce que la communication soit bien réorganisée entre les gestionnaires ou alors la structure qui surveille, n'est-ce pas, le volcan Nyiragongo et la population. Et donc, j'attends des solutions ou alors des recommandations pratiques qui peuvent permettre à la population de comprendre le volcan, comment vivre avec ces volcans. Une équipe de patrouille et de sécurisation a été attaquée aux environs de Natiabouani dimanche. Il s'agit de 10 soldats tués dans une embuscade au cours d'une opération militaire. C'est la 6e attaque recensée en 10 jours dans le nord de l'est du Burkina Faso, un élément qui ouvre notre page internationale. Le Burkina Faso fait face à un regain de violence ces derniers jours. Au moins 12 soldats burkinabés ont été tués dimanche lors d'une attaque djihadiste présumée aux environs de Natia Boani, dans l'est du pays, a indiqué l'AFP, une source sécuritaire, et précise qu'il s'agit d'une équipe de patrouille de sécurisation qui a été prise à partie par des djihadistes présumés. D'après une autre source sécuritaire, invoquant de son côté un bilan d'une dizaine de morts, plusieurs éléments ont également été neutralisés côté ennemi, sans plus de précision. Natia Boani est une commune rurale située à une 60aine de kilomètres du sud de Fadagourma, chef-lieu de la région.
de l'Est, régulièrement visés par des attaques de groupes armés depuis 2018. Selon l'agence d'information de Burkina, une quinzaine de jeunes ont été enlevés par des individus armés à l'issue d'une attaque à Nagré, près de Natia, à Boani, vendredi. En 10 jours, il s'agit de la 6e attaque recensée dans le nord et l'est du Burkina Faso. Au total, 23 civils et 25 militaires, gendarmes et soldats sont morts dans ces attaques. Le 24 janvier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba avait renversé le président Rochemarc Christian Kaboré, souvent accusé d'être inefficace face à la violence djihadiste. Mais après une relative accalmie, le nouveau chef de l'État, qui a fait de la lutte anti-djihadiste une priorité, se retrouve confronté à son tour à des attaques meurtrières. Dans le sillage du Mali et du Niger, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait de plus de 2000 morts dans le pays et contraint au moins 1,7 million de personnes à fuir leur foyer. En Chine, un avion de ligne s'écrase avec 132 personnes à bord. Un appareil de la compagnie China Eastern Airlines s'est crashé dans le sud-ouest du pays. Selon les médias d'État, le président chinois appelle à déterminer au plus vite le cause de l'accident. C'est un Boeing 737 qui s'est écrasé près de la ville de Huzhou, dans la région du Guangxi, et a provoqué un incendie des montagnes, a indiqué la télévision chinoise CCTV, ajoutant que des équipes de secours ont été envoyées sur place. Selon le média L'Echo, les vols MU 5735 de China Eastern Airlines avaient décollé peu après 13 heures locales de la métropole de Kunming au sud-ouest et avaient pour destination Katong à quelques 1300 km. L'appareil a perdu le contact au-dessus de la ville de Huzhou dans la région montagneuse du Guangxi, a indiqué l'administrateur chinoise de l'aviation civile. Il est confirmé que ce vol s'est écrasé, a-t-elle ajouté dans un communiqué, précisant avoir dépêché un groupe de travail sur le lieu. L'avion transportait 123 passagers et 9 membres d'équipage, selon la CAAC. Notons que les derniers accidents aériens majeurs en Chine remontent en août 2010 et avaient fait 42 victimes. Le compliment. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. L'RDC va rendre le mieux possible son image ce mardi durant l'Expo Dubaï. La journée lui a été consacrée entièrement. Elle connaîtra la participation de beaucoup d'entrepreneurs, des artistes, mais aussi du chef de l'État en personne. Les procès des victimes de la pollution des rivières Chikapa et Kasai contre la société angolaise de traitement de diamants Katoka Mining s'ouvrent ce lundi. Les audiences auront lieu devant le tribunal de grande instance de Chikapa. 132 personnes ont perdu la vie dans un vol d'Eastern China ce dimanche. Le chef de l'État chinois a appelé à des enquêtes rapides pour élucider clairement les raisons de ce drame. C'est la semaine tant attendue pour les sportifs congolais, mais aussi pour tout un peuple. Vous avez suivi les analyses de Christian Bokaya dans ce journal qui donne toute sa chance aux Léopards pour la qualification Qatar 2022. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant avec Bedrine Kenge. Bedrine Kenge, comme je l'ai annoncé, qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue, Bedrine. Bonjour et merci Christopher Ochoukwu. Les journaux et les sites ont consacré leur une, d'après ce que je vois, sur le feuilleton Alingete et Mwaba, notamment sur les réseaux sociaux pratiquement tout ce week-end. Et tout à fait, Christopher Ochoukwu, les communications de deux personnalités proches du président de la République, Félix Tshisekedi, sur la toile, defraient la chronique depuis le week-end. Et d'après Politico.cd, les chefs de service de l'IGF, Jules Alingete, indiquent qu'il existe des indices sérieux de détournement des deniers publics destinés justement à l'organisation du tournoi interscolaire en République démocratique du Congo au chef du ministère de l'EPST, chapeauté par Tony Mwaba. Mais de l'autre côté, le cabinet du ministre de l'EPST évoque un
un acharnement dont il est victime de la part de celle qui passe pour la sentinelle de fonds publics. Et pour se défendre, les deux personnalités se sont, à travers le communiqué contre-communiqué remis aux médias, tiré des balles réelles et à visage découvert concernant les 400 000 $ américains alloués à l'organisation du tournoi interscolaire panafricain, nous signale justement le phare. Si les cabinets de l'enseignement primaire, secondaire et technique exigent que l'IGF se dessaisisse du dossier au profit des instances judiciaires compétentes présumées neutres, à savoir un de parquet de la ville de Kinshasa, l'IGF de son côté persiste et signe qu'il y a une flottée de pilleurs récidivistes, en plus des deniers publics du côté de l'enseignement primaire, secondaire et technique qu'il faudrait absolument mettre hors d'état de nuire, ajoute les quotidiens. Et face à cette situation, Forum des As s'interroge si une coopération entre les deux n'est-il pas possible que cela ne vire pas à ce débat politique sur le média que l'opinion est en train de vivre et de suivre, un débat qui du reste dessert justement le pays au moment où le président Félix Tshisekedi est en train de se battre et se battre encore pour que son pays devienne attractif et fréquentable par les investisseurs, déplore le quotidien. Félix Tshisekedi qui aurait bien pu compter sur les deux ensemble plutôt Vraiment. que diviser, surtout quand on sait que sa politique sur la gratuité de l'enseignement est l'une des phares pour ce mandat. Pour ce mandat de 5 ans qui va prendre fin comme en 2023. Dans quelques mois, tout à fait. Ensuite, vous avez également parlé sur la sensibilisation des députés provinciaux par le président de la République. C'était samedi, on le voit à l'image encore avec sa minerve, sur l'appropriation du programme développement de 145 territoires de la RDC. Effectivement, Christopher, c'était lors de l'ouverture solennelle du séminaire d'information que le président de la République, Félix Tshisekedi, a toutefois vanté son programme de développement local des 145 territoires devant les élus provinciaux, en croire Politico.cd. Pour le président Tshisekedi, ce programme qu'il a initié se base sur une approche volontariste financée principalement par les ressources propres dans le but de permettre une convergence rapide de revenus et des conditions de vie entre les populations rurales et celles de milieux urbains. Et pour le potentiel, les élus provinciaux deviennent donc les sentinelles du développement des 145 territoires avec un budget de 1,6 milliard de $ américains mobilisés par le gouvernement central, les partenaires traditionnels du pays. Ce programme va porter sur 4 domaines phares d'intervention, à savoir les infrastructures, la redynamisation des économies locales, le renforcement de la gouvernance locale et le développement d'un système de partage d'informations, détaille le journal, mais prévient Forum des As de son côté. Dans ce programme, il faut faire attention justement à la politisation à outrance. Et pour la réussite de ce programme de développement local de 145 territoires, le phare pointe que Félix Tshisekedi a sensibilisé les députés provinciaux sur la lutte contre la pauvreté. Et au capi.news.net renchérit dans ses colonnes intérieures qu'une minute de silence a été observée justement sur des mots du chef de l'État en mémoire, Christopher, de 3 députés provinciaux de Kwilu péri la semaine dernière suite à un accident de circulation alors qu'ils se rendaient à Kinshasa pour participer à ces assises qui vont se clôturer le 29 mars prochain. Un accident évitable, selon le rapporteur du collectif des députés provinciaux Socrate Kangulumba, qui a affirmé à Actualité.cd que ses collègues avaient emprunté ce véhicule de fortune faute de moyens car ils étaient impayés. Et pour sa part, la prospérité online renseigne que Samalou Kondé s'est engagé devant les députés provinciaux à mobiliser et à rendre disponibles les ressources dans les meilleurs délais en vue de réussir cette mission lui confiée par les présidents de la République. Les députés provinciaux qui réclament pour certains jusqu'à 30 mois d'impayement jusque-là. On espère que le problème sera résolu. Vous avez également fait un tour au-delà de la RDC, au Mali par exemple, où la junte au pouvoir exhibe un délai de 24 mois pour la transition. Ah oui, Christopher, d'après RFI.fr, Jonathan Goodluck, médiateur de la CEDEAO, est reparti de Bamako le samedi sans accord avec les militaires au pouvoir. Concernant la date pour l'organisation des élections, l'ancien président nigérian, lors de sa visite de 2 jours à Bamako, tentait une nouvelle fois de s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Les scrutins présidentiels et législatifs initialement prévus fin février n'ayant pas été tenus, ajoute ce média français. Et selon maliweb.net, le gouvernement a, contre l'attente des dirigeants de cette organisation sous-régionale, proposé un délai de 2 ans pour avoir des scrutins libres et apaisés.
Merci beaucoup, Bédrine. Au Mali, où nos confrères de RFI et France 24 sont encore brouillés pour le moment. Et on espère que tout va bien se passer dans les délais. Dans les jours à venir, oui. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette revue de presse de lundi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Tout à fait, Christopher. À tous et à toutes également, ainsi qu'à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cette grande édition du journal. Merci beaucoup. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.